Vous êtes en CDI, votre poste ressemble de plus en plus à une fin de chapitre et l'idée de démissionner vous semble tout à fait inenvisageable. Alors si vous pensez encore que demander une rupture professionnelle est une bonne idée, cette série vidéo en 4 épisodes est faite pour vous. Parce que le problème, ce n'est pas de vouloir partir. Le problème, c'est de mal le faire. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ, certifié à Harvard et fondateur de rupturepro.com. Depuis de nombreuses années, j'accompagne des cadres et des dirigeants dans des moments où tout se joue. Leur réputation, leur statut et souvent un filet de sécurité de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ce que j'ai constaté, c'est toujours la même chose. Les cadres ne perdent pas leur négociation parce qu'ils sont mauvais, ils la perdent parce qu'ils croient sincèrement en des mythes, des fantasmes et autres fausses croyances. Des croyances qui ont été largement documentées ailleurs. Par exemple, dans Corporate Confidential de Cynthia Shapiro, qui explique que l'entreprise ne fonctionne pas sur des logiques de loyauté, mais d'intérêt. Ou encore dans DRH, la machine à broyer de Didier Bille, qui montre comment les organisations arbitrent froidement les situations individuelles. Dans ce premier épisode, on va démonter les 10 premiers mythes et vous comprendrez alors pourquoi, dans 99% des cas, les cadres les plus compétents partent avec 0 €. Et comment 65% des 11% qui arrivent péniblement à la table des négociations se contentent du strict minimum. Vous pourrez regarder ici l'étude de Karian Schoffer et là encore le dernier panorama de l'UNEDIC de 2026. Et on va commencer tout de suite par le plus vicieux et le plus insidieux. Pensez que suivre votre instinct suffit. Parce que le jour où vous négociez pour vous-même, le bon sens devient votre pire ennemi. Alors le mythe numéro 1, c'est penser que le bon sens suffit. C'est l'histoire de Jean-Marc, qui est directeur marketing brillant, quelqu'un qui savait négocier des budgets, des contrats, des deals importants, plusieurs millions. Le jour de son entretien RH, il arrive confiant. Dans sa tête, c'est simple, c'est du bon sens, je vais être honnête, transparent et ça va bien se passer, se dit-il. Sauf que cette fois, on ne parle plus d'un client, on parle de lui, son salaire, son avenir, son statut et sa sécurité. Et très vite, tout bascule. Dès les premières minutes, une question le déstabilise. Comment on peut vous faire confiance si vous êtes déjà en train de penser à partir, lui demande-t-on. Et là, il n'avait pas anticipé ce que les DRH appellent le reniflage. Alors il hésite, il se justifie, il explique, il perd en clarté, en structure, en impact. La discussion glisse, ce n'est plus une négociation, ça part en débat. Et 10 minutes plus tard, il accepte de prendre la porte, pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il veut sortir de l'inconfort. Alors il m'appelle quelques jours après et me dit une phrase que j'entends souvent. Amalric, je me suis fait avoir. Alors, le bon sens ne suffit jamais quand les enjeux sont personnels. Parce que dans cette situation, vous êtes juge et partie. Vous êtes émotionnellement impliqué et vous voulez à la fois gagner et être apprécié. Et ça crée un biais énorme. Vous perdez en objectivité, en posture, en recul. Une négociation de départ, ce n'est pas une discussion classique. C'est votre sécurité financière, votre capacité à rebondir, votre crédibilité, votre image professionnelle, et ça ne se gère pas au feeling. Si vous abordez votre négociation à l'instinct, vous êtes déjà perdant. Posez-vous cette question. Est-ce que vous accepteriez de jouer votre avenir professionnel sur une discussion improvisée? Et si la réponse est non, alors vous devez préparer une stratégie, structurer les choses. Vous devez anticiper les réactions. Vous devez prendre du recul. Sinon, vous ferez comme Marc, vous accepterez votre sort comme 89% des employés en France. Juste pour que ça s'arrête. Deuxième mythe, croire que la négociation est un combat. Alors, je vais vous parler de Sophie, directrice financière, qui avait un dossier solide. Elle est entrée dans le bureau du DRH avec son N+2, comme sur un ring de boxe. Elle était prête à leur rentrer dedans, à en découdre, à leur dire un peu leur cas de vérité. Dans sa tête, c'était clair. Je vais leur montrer que je ne me laisserai pas faire. Résultat, le DRH s'est braqué, a mis fin à la discussion et a immédiatement mandaté les avocats du groupe sur le sujet. La porte du dialogue s'est fermée net. Elle a passé les 6 mois suivants à échanger des courriers recommandés, genre sauf erreur de ma part, pour un résultat bien inférieur à ce qu'elle aurait pu négocier en 1 heure. L'agressivité crée la méfiance et ferme la porte à la négociation. La négociation, c'est une discussion avec un objectif. Une négociation réussie est une partie d'échec, pas un combat de rue. L'approche est celle de la main tendue, mais ferme. Une fermeté absolue sur le fond, mais un respect total sur la forme. Dès que vous devenez agressif
Eh bien, en fait, vous déclenchez un réflexe de défense, de protection, et vous perdez l'accès au dialogue. Et une fois que la relation bascule en mode risque, comme ils disent, eh bien l'entreprise ne négocie plus, elle se protège. L'agressivité ne crée que de la défiance, comme le rappelle Chris Voss dans Never Split the Difference, ou Ne coupez jamais la poire en deux. Dès que l'autre passe en mode défense, la négociation est déjà terminée. Alors, dans votre cas, ne confondez pas fermeté et agressivité. Votre objectif n'est pas de gagner un combat, mais de convaincre votre employeur que la meilleure solution pour lui est de trouver un accord avec vous. L'agressivité le mettra en mode défense. Votre objectif n'est pas de vous défouler ou d'avoir raison, sinon allez dans une salle de boxe et taper sur un sac. Votre objectif est d'obtenir un bon package, une sortie propre, un timing maîtrisé. Donc, adoptez cette posture. Ferme sur le fond, calme sur la forme. Comme je le répète à chaque fois, en égo, pas d'égo. Sinon, vous transformez une discussion négociable en un dossier contentieux et là, vous avez tout perdu. Mythe numéro 3, se dire que ça va bien se passer, ils sont bienveillants. Un client, appelons-le Julien. Un client a été convoqué par sa RH qui lui a dit « Bon, Julien, on veut trouver une solution à l'amiable, on va faire les choses proprement. On veut que ça se passe bien. » Donc Julien a entendu « On va être généreux. » Il a baissé la garde et quand la première proposition, l'indemnité légale pure et simple, est arrivée sur la table, eh bien le choc a été si brutal qu'il a perdu tous ses moyens pour la suite. Faire les choses proprement ou trouver une solution amiable ou à l'amiable, ce sont des phrases de RH qui veulent simplement dire « Nous préférons discuter plutôt que d'aller au conflit. » Ok, cela n'engage en rien la générosité de l'accord. L'objectif de l'entreprise reste de minimiser le coût de votre départ. Et ce décalage d'interprétation est l'une des plus grosses erreurs des cadres. Ils entendent une intention relationnelle alors qu'on leur exprime une préférence procédurale. Donc quand vous entendez ces mots, ne baissez pas votre garde, au contraire, activez votre vigilance, restez courtois, mais comprenez que la partie d'échec ne fait que commencer. Ne confondez jamais le ton et l'intention. Un RH peut être souriant, bienveillant, ouvert et en même temps vicieux dans sa posture, extrêmement dur sur les conditions. Donc votre rôle n'est pas d'interpréter, votre rôle est de préparer. Parce que le moment où vous découvrez la réalité, c'est souvent le moment où vous perdez vos moyens. Mythe numéro 4, le fantasme du dossier en béton pour les prud'hommes. Vous m'avez pensé à un manager en business développement, furieux de son traitement, qui avait refusé une offre de transaction à 50 000 €. Il était certain de décrocher le jackpot au prud'homme, selon lui. 2 ans plus tard, après une procédure épuisante et coûteuse, il a obtenu 60 000 €. Pendant ces 2 années, sa vie était en pause. Il a eu du mal à trouver un nouveau travail. Il a gagné 10 000 € de plus. Il a perdu 2 ans de sa vie et de sa carrière. Et l'impact sur la crédibilité professionnelle en prend un gros coup. Les prud'hommes sont une procédure longue, extrêmement longue. Regardez Nanterre, regardez Montpellier. C'est long, c'est coûteux et l'issue est incertaine. C'est une arme de dissuasion, pas une solution idéale. Une bonne négociation se règle en quelques mois et vous permet de tourner la page. Donc ne sacrifiez pas un accord raisonnable aujourd'hui pour une victoire de principe incertaine dans 2 ans. Votre temps, votre énergie, votre capacité à rebondir ont une valeur immense. Une négociation, elle, permet d'aller vite, de vous sécuriser et de rebondir. On passe à autre chose. On prend l'argent quand il est sur la table. Mythe numéro 5. Pensez, je ne demande pas trop pour rester en bon terme. Alors ça, c'est l'exemple type de Caroline, une cadre fidèle qui ne voulait surtout pas faire d'histoire ou d'esclandre. Elle avait fait une demande très modeste pour ne pas froisser son management. Bon, l'entreprise a vu la brèche, a négocié encore à la baisse et elle est repartie avec le strict minimum comme 65% des employés selon l'étude de l'UNEDIC qui date de février 2026. Le respect qu'elle espérait préserver s'est transformé en dédain. Par-delà avec 3 cacahuètes. Et elle m'a confié plus tard, mais en fait je voulais leur respect, j'ai eu leur mépris et des miettes. Donc paradoxalement, ce n'est pas en étant conciliant, people pleaser comme on dit, que vous préservez la relation. Kahneman l'a d'ailleurs largement démontré dans Thinking Fast and Slow. Plus l'enjeu est personnel, plus notre perception devient biaisée. Un employeur respecte un cadre qui connaît sa valeur et défend ses intérêts de manière structurée.
et qui sait d'ailleurs tendre la corde sans rompre le dialogue. En vous montrant trop accommodant, vous envoyez le signal que vous êtes une proie facile. Et dans une négociation, c'est le pire signal possible. Donc, retenez bien ça. Si vous voulez partir juste en bons termes, vous pouvez très bien démissionner. Vous posez votre DEM et personne ne criera au loup ou quoi que ce soit. On dira « Ah bah c'est super, vous partez, on ne vous paye pas. » Donc ils sont très contents, on vous fera un pot de départ. Non, si vous voulez un chèque, valorisez-vous. Une négociation ferme mais respectueuse force le respect de votre interlocuteur. Ne pas oser demander ce que vous valez, c'est lui donner la permission de vous sous-évaluer. Arrêtez de vouloir être agréable. Non, cherchez à être crédible. Vous pouvez être respectueux, posé et professionnel tout en étant exigeant, structuré et ferme. Si vous n'assumez pas vos prétentions, personne ne le fera à votre place. Mythe numéro 6. On va parler émotionnel. La fameuse phrase que j'entends régulièrement, vu comment ils m'ont traité, ils vont le payer cher. Je vous prends l'exemple d'un cadre que j'accompagnais il y a quelques mois qui était bloqué sur le montant. Son sentiment d'injustice était si fort qu'il demandait une somme totalement déconnectée de la réalité. Il faisait des calculs d'épicier ou d'apothicaire, des tableaux Excel, des sommes. Il jonglait avec ses supposées heures supplémentaires pour arriver au même montant qu'il avait négocié avec un précédent employeur 10 ans avant. L'entreprise, forcément, le voyant complètement irrationnel, a coupé court à la discussion, préférant prendre le risque d'un lointain procès plutôt que de négocier. Et il a tout perdu. L'accord et l'opportunité de tourner la page. Votre sentiment de préjudice est légitime, mais il a peu de valeur transactionnelle. Sauf, bien sûr, cas de harcèlement lourdement documenté. Voilà, consultez rapidement un avocat dans ce cas. Le préjudice moral est difficile à quantifier et pèse peu dans une négociation. La vraie question n'est pas ce que ça pourrait leur coûter dans 3 ans, mais ce que cet état d'esprit vous coûte à vous. Aujourd'hui, maintenant. 1 euro aujourd'hui, ce n'est pas 1 euro demain. Donc, canalisez votre colère. Transformez votre émotion en une énergie froide, factuelle. Basez vos demandes sur des éléments tangibles, pas sur votre ressentiment ou sur vos calculs d'apothicaire dans votre coin. Mais avant de vous dévoiler pourquoi vous ne pouvez pas compter sur votre ancienneté, si vous êtes cadre et que vous sentez que votre trajectoire de carrière s'essouffle ou que votre direction commence à se réorganiser autour de vous, c'est probablement le bon moment pour sortir intelligemment. Une négociation de départ ne doit pas être laissée au hasard. Si vous voulez qu'on vous aide à construire votre stratégie de négociation étape par étape, prenez un rendez-vous sur rupturepro.com. Donc le mythe numéro 7, ma fidélité va forcément payer. Je vous prends l'exemple de Jean-Pierre. 25 ans de boîte dans l'industrie automobile, il pensait que sa loyauté, sans faille, lui donnerait droit à un traitement de faveur. Et il attendait un geste de reconnaissance qui n'est jamais arrivé. Il a été traité comme n'importe quel autre, coût à optimiser. Vous êtes des ETP, des équivalents temps plein. Vous êtes des éléments qui, comme des boulons, font tourner la machine. On lui a proposé à ce fameux Jean-Pierre de se porter volontaire pour un PSE, social, soit 30 mois de salaire en package et une retraite anticipée, ce qu'il a fait. Mais comme son dossier n'était pas prioritaire, en fait, il en a été écarté du plan. Et à la dernière minute, juste par un collègue qui, lui, cochait toutes les cases. Alors magnanime, mais profitant de la situation, la RH lui propose une RCI, une rupture conventionnelle individuelle. Jean-Pierre, forcément fragilisé et toujours accroché à l'espoir d'obtenir 30 mois, il est reparti avec l'indemnité minimale et un profond sentiment de trahison. La loyauté, en fait, est une valeur humaine, pas une monnaie d'échange dans une négociation de départ. Et comme le dit très bien Cynthia Shapiro dans Corporate Confidential, la loyauté est valorisée jusqu'au moment où elle coûte de l'argent. Et à ce stade, le bilan comptable remplace le bilan de compétences. L'entreprise ne vous voit plus comme le fidèle collaborateur que vous avez toujours été, mais comme une ligne de tableur Excel. Donc n'attendez aucune reconnaissance pour vos années de service. Il considère d'ailleurs que la méthode de calcul de l'indemnité légale à 1/4 de mois par année d'ancienneté, puis 1/3 de mois par année d'ancienneté après 10 ans, prend déjà en compte votre ancienneté. Ils sont pragmatiques. La seule chose qui paiera est la qualité de votre préparation et la posture dans votre négociation. Mythe numéro 8, le money time. Le fameux, c'est trop tard, je suis déjà sorti de l'entreprise. Un jour, un cadre m'appelle, paniqué. Mon employeur m'a dispensé de préavis, je ne peux plus rien faire. Il pensait que tout était fini. Je lui ai expliqué que le match n'était pas terminé. Nous avons relancé la discussion par email et il a finalement obtenu 6 mois de salaire supplémentaire alors qu'il s'apprêtait à tout abandonner. Le fait que vous soyez physiquement sorti de l'entreprise ne met pas fin à la négociation.
Tant que le solde de tout compte n'est pas signé, la discussion reste ouverte. La dispense de préavis est souvent une simple mesure de protection pour l'employeur. Donc, ne baissez pas les bras, la négociation continue par email ou par téléphone. Ne pas relancer ou ne pas contre-proposer à ce stade, c'est laisser volontairement de l'argent sur la table. Pensez-y. Le mythe numéro 9. Pensez qu'il faut absolument un intermédiaire pour négocier. Je prends l'exemple d'Isabelle, qui était RAF, responsable administratif et financière, qui avait immédiatement mandaté son conseil pour négocier. La discussion s'est transformée en un échange de courriers recommandés, froid et agressif. Tout le potentiel d'un accord rapide a été détruit. En parallèle, je préparais un autre cadre de la même entreprise qui, lui, a mené la négociation directement. En tête-à-tête, comme un grand, et il a obtenu un meilleur accord, plus vite, car il a pu jouer sur les aspects relationnels et commerciaux que l'avocat ne savait même pas leverager. Ça veut dire prendre en considération, utiliser. Donc, envoyer un intermédiaire en première ligne judiciarise directement, immédiatement le débat et déshumanise la relation. Il n'y a plus de sensibilité. L'humain, on a besoin de ça dans une négociation. La meilleure stratégie est de mener vous-même la négociation tout en étant piloté en coulisses par un expert qui vous donne les bons verbatim, les tactiques, savoir comment ajuster finalement au fur et à mesure. Eh bien, la tactique, votre tactique. Posez-vous cette question. À votre avis, quelle est la personne la mieux placée pour négocier pour vos intérêts ? C'est votre ancienneté, ce sont vos collègues, c'est l'entreprise dans laquelle vous avez bossé, ce sont vos résultats, c'est votre argent, ce sont vos indemnités, ce sont vos droits que vous allez chercher. Vous serez bon si vous avez la bonne façon de faire, la bonne tactique, les bons mots, savoir quoi dire, quoi répondre. Soyez le visage de votre propre négociation. Votre conviction, votre personnalité sont des atouts. Utilisez un expert comme un conseiller en shadow, donc en backstage, pas comme un porte-parole. Mythe numéro 10. Se résigner face à la rumeur du « on ne négocie jamais ici » ou « ce n'est pas la politique de la boîte ». Un cadre voulait négocier son départ d'un grand groupe du CAC 40, réputé pour sa dureté. Sa DRH a dit d'emblée à son collègue « Vous savez, ce n'est pas la politique de la maison. On ne négocie pas avec les démissionnaires. » Démoralisé, il a failli abandonner. Et là, nous avons travaillé ensemble pour identifier l'intérêt caché de l'entreprise. Elle préparait en fait une réorganisation et son départ arrangeait finalement tout le monde. En présentant les choses sous cet angle, la politique de la boîte ou de la maison a été vite oubliée et un accord a été trouvé. Quand on entend « on ne négocie jamais », en fait, c'est une posture, ce n'est pas une position finale quelque part. C'est une transposition de l'expression de Ronald Reagan « on ne négocie pas avec les terroristes ». C'est une phrase faite pour décourager en fait les non préparés. Une entreprise négocie si et seulement si elle y trouve un intérêt. Et comme l'explique Fisher and Hurry dans Getting to Yes, ce bouquin très intéressant, ce ne sont jamais les positions qui comptent, mais ce sont les intérêts derrière, le sous-jacent. Et ces intérêts, en fait, ils peuvent être de deux types. Soit sont des bénéfices attendus, on peut penser à un gain, une amélioration, une opportunité, soit ce sont des risques à éviter. Pensez à des pertes, à un conflit ou une nécessité de se couvrir. Par exemple, on fait un mail pour se couvrir au sein d'une organisation. Donc vous, votre travail n'est pas de demander, mais de créer, de susciter l'intérêt de l'entreprise à négocier. Montrez-lui en quoi un accord avec vous sert ses propres objectifs. Éviter un risque, faciliter un changement, soigner sa réputation, voilà, toutes ces choses-là. Donc là, vous venez de voir déjà 10 mythes. Et si vous êtes honnête, vous en auriez peut-être fait plusieurs en fait, ces erreurs. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est ce que ça révèle. La négociation de départ, ça ne se joue pas sur votre intelligence, mais sur votre capacité à comprendre le jeu de l'employeur. Le jeu qui n'est pas équitable. Vous connaissez cette expression, savoir penser rouge, comme disaient les stratèges de l'OTAN pendant la guerre froide, qui est resté, c'est un terme qui est resté, penser rouge. Les cadres les plus compétents ne sont pas ceux qui négocient le mieux. Ce sont même d'ailleurs souvent ceux qui sont le plus savoir. C'est des gens qui font tout ce qu'on leur dit, ils ont toujours eu des bons résultats, ils n'ont jamais rien demandé. Et d'ailleurs, ils ne négocient pas bien parce qu'en fait, ils pensent que la logique suffit, la loyauté sera reconnue et que ça va bien se passer. Non, en fait, non, ça ne se passe pas bien. Et ce que vous venez de voir, ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, je vais vous parler des mythes, des fantasmes et autres fausses croyances encore plus subtiles. Celles que même les cadres expérimentés font sans même s'en rendre compte. Donc si vous avez trouvé ça pertinent, regardez la suite. Parce qu'au fond, tout se joue là. Partir une main devant, une main derrière, ou partir avec un vrai package. À la semaine prochaine.